Bonjour à tous, je m'appelle Tom, je suis le lead-off de la guilde Dailymotion et vous êtes en train d'écouter ce qui pourrait être notre prochain rendez-vous design, le podcast de la guilde. J'ai eu le plaisir de co-animer ce premier épisode avec Romain, également core teamer de la guilde. Je vous souhaite, sans plus attendre, à toutes et à tous, une très bonne écoute. J'aime pas être mis dans une case, mais ouais, t'es censé être en direction de la partie artistique sur laquelle tu travailles, quoi. Mais pas à la direction de plein de gens, quoi. J'ai obtenu une fois la location d'un appart comme ça, hein, parce que le mec pensait que j'avais toute une équipe de 12 personnes. Quoi, j'étais là, ah oui, bien sûr, je suis directrice artistique, 24 personnes. Et j'ai eu la log de l'appart, quoi. Du collage d'affiches sur les devantures des magasins à la refonte graphique de la nouvelle application SNCF Connect, elle est passée par tous les domaines du graphisme et de la communication. Formée sur l'histoire de l'art et la pratique des arts appliqués, elle ne se considère pas pour autant comme une artiste. Adepte de l'apprentissage par le terrain, elle n'en oublie pas moins la minutie et l'exigence de qualités qui lui sont propres. Aujourd'hui directrice artistique de talent, mais surtout product designer des marques, Elodie Sexas nous explique son rapport au design et s'il peut être considéré comme un art. Bonjour Elodie. Waouh. C'est ma vie, ça. Incroyable, cette vie. Qu'est-ce que tu penses de cette description ? Elle est vraie ou pas ? Ouais, elle est très bien, cette description. Est-ce que tu rajouterais ? Si tu avais des choses à rajouter. Si j'avais des choses à rajouter, je crois que j'essaierais de rajouter tous les autres produits sur lesquels j'ai travaillé. Du mythique, où j'ai pu travailler pour du bancaire. On est tous passés par là, et on y passe tous à un moment donné. Attends, on est passé de mythique au bancaire ? On est passé d'abord du bancaire au mythique. Bancaire ou mythique ? Du bancaire à mythique, okay. Ouais, on peut faire ça. Okay. On a fait du parking, on a fait de l'autoroute, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la défense, on a fait de la signalétique. Et là, on fait du sport. Et là, on fait du sport. Incroyable. T'es une grande sportive en plus. Voilà, très bien. Grosse sportive. La thématique de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est plus qu'un peu autour de l'artistique. Sur tous les domaines que tu as cités, parce que la grande question, c'est est-ce que le design est un art d'aujourd'hui ? Sur tous les domaines que tu as cités, est-ce qu'il y en a un qui, selon toi, est le plus apte à recevoir de la création et de la créativité ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des domaines qui sont absolument complètement fermés à la création et à l'artistique ? Est-ce que tu peux faire un truc hyper fashion sur du parking ? Bah, ça dépend finalement qui sont les décideurs et leur ouverture d'esprit. Mais globalement, j'ai envie de te répondre que tout est possible selon qui tu as en face de toi. Tu penses que c'est qu'une question de décision et d'humain ? C'est pas que, mais ça en fait partie. Ça dépend beaucoup de quel niveau de sensibilité à ces sujets-là va avoir la personne en face de toi et les décideurs. Ça dépend aussi de toi, de comment tu leur vends, comment tu leur expliques, le storytelling que tu déploies pour expliquer ça, parce que souvent c'est perçu, l'art est perçu comme... nous aussi, comme designers, certains cas, parfois on est perçu comme ceux qui vont faire des jolies choses, mais à un moment donné, il faut qu'on les explique, il faut qu'on puisse apporter un réel but à ce qu'on fait, expliquer pourquoi on le fait, et qu'est-ce que ça va apporter aux gens, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Alors souvent, ils aiment qu'on apporte un peu de données, de data, hein, forcément. Si on peut le faire, c'est encore mieux. Donc voilà, donc c'est beaucoup de paramètres, en fait, sur aussi pourquoi ils veulent faire ce changement, parce que si on fait appel à nous, c'est qu'on veut changer quelque chose, améliorer quelque chose, c'est notre job. Est-ce que c'est totalement vrai ça ? Parce que tu disais, notre métier, c'est aussi de vendre ce qu'on fait. On est vu là pour faire des jolies choses, on est recruté pour faire des jolies choses et pour nos expertises, mais est-ce que parfois on n'est pas un peu vu comme des exécutants aussi ? Et on a un projet tout tracé, et nous, le rôle, c'est de rentrer dans la case qu'on... Oui, c'est là où je dis qu'en fait, ça dépend qui tu as en face de toi, en fait. Est-ce que designer, c'est aussi savoir vendre ce qu'on fait, en plus de le faire ? Designer, c'est savoir vendre ce qu'on fait ? Ouais. Bah,
forcément, tu dois à un moment donné, si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais, de storyteller ton travail, et que tu arrives dans une réunion en disant « Bon, bah voilà le parcours, voilà, alors faut cliquer là, et puis ça y est, c'est fini. » Bah, c'est sûr que c'est moins vendeur que si tu racontes l'histoire, si tu racontes ce que ça change pour l'utilisateur qui est derrière, ce que ça lui apporte. On a tous, je pense, peu importe, un besoin de, je sais pas, de rêver et d'être émerveillé par quelque chose, même pour une toute petite fonctionnalité qu'on apporte parfois, parce qu'on parle, tu as cité beaucoup de projets sur lesquels j'ai bossé, où c'était des refontes, c'était des gros projets, etc. Mais notre job, c'est pas que ça. Des fois, on apporte aussi des améliorations sur des petits bouts de parcours, etc. Mais même ça, il faut savoir l'expliquer et le raconter. Et c'est important de savoir le faire, ouais. Parfois, on est même attaché à des petites fonctionnalités plus qu'à des gros parcours, pour une raison X ou Y, parce que on se sent plus proche du client, plus proche de Exactement. Carrément. Comment tu parles de justifier ses choix, raconter son histoire, justifier des choix qui sont techniques, qui sont business, qui sont user, etc., qui sont affiliés à de la data ou à de la donnée. C'est mon franglish qui parle. C'est assez facile parce qu'il y a des chiffres et il y a des raisons. Comment tu justifies un choix graphique ou artistique, plus visuel, peut-être plus subjectif auprès d'un client? Si toi, demain, en tant que directrice artistique, pour une raison X ou Y, tu te dis je vais changer complètement la palette de couleurs, je vais reproposer des lignes un peu plus rondes alors que c'était très anguleux à la base. Comment tu justifies ça? En fait, il faut avoir la même démarche que si tu faisais quelque chose avec de la donnée. Il faut avoir une démarche qui est aussi structurée que ça. C'est-à-dire que si demain, tu arrives pour changer tous les codes d'une entreprise, il faut que ça leur raconte quelque chose. Il faut que ça fasse partie tout de même de leur ADN, tu vois. Si demain, tu arrives dans une entreprise qui sa couleur principale, c'est le rouge, mettons, et que tu arrives en disant, les gars, il faut tout changer en jaune, il faut qu'à un moment donné, ça raconte quelque chose de leur ADN. Tu peux pas arriver en imposant parce que toi, ça te plaît. Ça ne marchera pas, tu n'arriveras pas à le vendre et tu convaincras personne. Il faut qu'on se mette, tout comme quand on fait du design, qu'on se met à la place de nos utilisateurs, c'est pareil. Tu te mets à la place de l'entreprise, de son but, de son ADN premier. Des fois, il faut faire des recherches de fond, d'aller retrouver l'histoire même de l'entreprise, parce que peut-être qu'il y a des indices qui viennent il y a beaucoup plus longtemps que ça, et c'est de là que va venir l'idée qui va t'amener à quelque chose de plus moderne aujourd'hui, parce que peut-être qu'en chemin, on s'est perdu d'un point de vue design à vouloir, tu vois, tout en mettre en mode flat, etc. Et peut-être que tu vas reposer des questions et ça va apparaître dans le design que tu vas proposer. Pour moi, il faut absolument qu'on les aide à réécrire une histoire qui les touche, qui leur parle et qui fait partie de leur ADN, en fait. Tu peux pas arriver en disant allez, on change tout, on change vos convictions, on change votre manière d'être. Non, il faut s'inscrire dans quelque chose qui est déjà existant, mais le faire évoluer, en fait. Pour moi, c'est ça. Et tout a une signification. Des couleurs ont une signification, les typos ont des significations, et tout doit être justifié par rapport à aussi l'histoire de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont souvent très drivées par le business, etc. Mais ça, c'est des contraintes avec lesquelles il faut jouer. Il faut arrêter de voir ça comme des contraintes qui t'empêchent de faire ton métier. Non, c'est des contraintes qui s'ajoutent à ce que tu dois faire, et c'est des contraintes avec lesquelles tu dois jouer pour construire le futur de ce qu'on te demande. À nous de faire le lien entre le business, la marque, l'utilisateur et tout ce qui gravite. Et on doit s'efforcer de savoir comprendre les mindsets de chaque team, en fait. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les designers sont aptes et sont formés à plonger dans l'identité d'une marque pour s'en enrichir et faire des évolutions
je vais utiliser le mot artistique, mais graphiques, visuels, qui vont dans le sens et dans l'idée de cette marque. Comment, et si les designers aujourd'hui ne sont pas formés à ça, comment on le devient? Alors former, je sais pas, j'ai pas fait le tour des écoles. Aujourd'hui, ça a fortement changé depuis mon temps maintenant. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils ont une chance incroyable d'avoir des cours très liés au design de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une chance. Là où moi, à mon époque, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront dans ça, où on a appris sur le tas. Après, quand on a discuté un peu avant en off, tu me disais que tu avais eu des cours d'histoire de l'art. Mais ça, c'est une bonne base. Et ça, pour le coup... Tu utilises aujourd'hui tes principes d'histoire de l'art que tu as eu en études. Est-ce qu'il y a des... je vais pas te mentir, au quotidien, c'est pas tous les jours là. Mais ça peut ressortir. Et en tout cas, c'est une base qui reste au fond de ton cerveau, qui reste constamment là pour analyser certaines choses et pour... Ouais, c'est important cette base, parce qu'à un moment donné, tu peux avoir besoin de faire appel à cette petite bibliothèque mentale sur l'histoire de l'art en général. Pourquoi, à un moment donné, telle forme, telle couleur, en fait, ça évoque quoi? Ça vient d'où? C'est important de connaître l'histoire des choses, d'où ça vient, parce que sinon, tu peux pas faire tu peux pas prétendre à proposer quelque chose de nouveau si tu sais pas ce qui s'est fait déjà avant. Pour moi, c'est une base. Alors, dans les formations aujourd'hui, est-ce qu'ils ont gardé toujours d'histoire de l'art dans toutes les écoles, Je suis pas certaine, et je trouve que c'est dommage. Ça devrait être un lien constant en fait dans les études de design. C'est d'avoir un minimum de cours d'histoire de l'art. Ouais. Et à l'inverse, non, mais est-ce qu'aujourd'hui, pas dans les études, mais dans l'environnement professionnel, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on cultive ou qu'on stimule suffisamment? L'artistique, la créativité, la culture, sur tout ça? Non, parce qu'on est vachement drivé par des deadlines, des besoins business. Faut pas se leurrer, surtout dans nos métiers de designer, des contraintes techniques. Donc, on est souvent plus pris par le temps. Et du coup, la chose qui est la plus difficile, je pense, c'est de réussir tout le temps à garder un pied de côté, de faire toujours un pas de côté sur le travail que tu fais. Et c'est dur au quotidien de garder une hauteur sur ce qu'on fait et de te dire, ok, attends, là, je me pose 2 secondes, je regarde ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire dans l'écosystème global même de l'entreprise. Si tu te cantonnes déjà à ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est dur, tu vois. Des fois, tu es embarqué par le temps, tu es embarqué par les contraintes, tu es embarqué ou tu te laisses parfois même influencer aussi par les besoins des équipes. On a très, très besoin de ça, c'est important, etc., etc. Et en fait, c'est dur des fois aussi de juste te dire ok, je fais juste un pas en arrière là juste pour me demander si ce que je suis en train de faire, c'est vraiment cohérent. Et après, sur la partie artistique, c'est assez rare quand même, sur des projets, en tout cas en run, si on parle de run, on va pas se mentir, c'est rare de parler d'artistique quand on fait du run. Par contre, c'est plutôt sur des projets de refonte, où là, ouais, c'est important à un moment donné de peut-être se poser la question, de peut-être repartir sur des refs un peu... historique. Quand je parle d'histoire, on n'est pas obligé de repartir à la Renaissance. Déjà, ok, il y a des choses qui se sont faites. Je pense pas que la SNCF existait à l'époque de la Renaissance. On sait pas, les trains, ça depuis quand? Là, tu vois, j'ai pas révisé mon histoire de l'apparition des trains. Ce petit pas de recul là que tu mentionnes, t'arrives à le faire et à y voir plus clair quand tu le fais, ou t'as quand même besoin d'un œil extérieur, d'un regard un peu nouveau parfois? C'est ultra important d'aller chercher des yeux extérieurs. Ouais. Ultra important. C'est ultra important de pas rester tout seul dans sa chambre et de rester focus sur ce qu'on fait. C'est ultra important d'aller chercher des regards et pas que d'autres regards de designers, hein. Parce que finalement, on répond pas. Ce qu'on fait, c'est pas pour des designers, c'est pour plein de gens. Donc en fait, c'est ultra important d'aller voir plein d'autres personnes,
dans ton projet pour qu'elle puisse évaluer aussi ce que tu as fait, même si elle n'est pas de ton métier. Parce que la manière dont elle va percevoir ce que tu as fait, ça peut déjà peut-être te donner un indicateur sur l'extérieur, potentiellement. C'est ultra important de s'aider d'autres personnes pour prendre ce pas de recul. À l'intérieur et à l'extérieur de ton entreprise? À l'extérieur, non, parce qu'il souvent, il y a des sujets confidentiels. de confidentialité, donc non, mais... Mais même dans ton foyer, je sais pas, est-ce que tu demandes à des proches, à Non. ta famille? Jamais. Moi, je suis très, très carrée là-dessus. À partir du moment où je travaille sur quelque chose de confidentiel, c'est confidentiel et ça passera pas dans le regard de mes... Mais si jamais ça l'est entourage. pas? Ah, si ça l'est pas et que c'est que c'est... Non, tu restes quand même très autour de l'entreprise et de différents métiers qui vont donner un peu leur œil. Ouais, parce que Ce qui est quand même une honnêtement... connaissance de la marque aussi, quoi. Ouais, voilà, je préfère rester vraiment dans le cadre du projet parce que tu dois tout... Je sais pas, peut-être que j'ai peut-être l'impression que je vais perdre du temps, il faut expliquer un contexte, faut machin. Donc c'est quelque chose de toute façon que je fais jamais parce que souvent je suis sur des projets la plupart du temps qui sont confidentiels. Et si ça n'avait pas été le cas, je sais pas. Si j'avais vraiment besoin de faire tester un parcours et que c'était pas confidentiel et que machin, peut-être que je dirais tiens, si tu veux, viens tester un truc pour moi. Mais il faut savoir à qui tu parles, quoi. Par exemple, mes parents, ils sont pas du tout digitaux. Mon père, il a déjà du mal à allumer un ordinateur. Est-ce que leur regard est pas intéressant des fois, justement? Ouais, non, je sais pas. Là-bas, ça dépend le niveau sur le digital, quoi. Comment, du coup, tu parles de faire tester à d'autres, parce qu'on peut se faire des tests utilisateurs sur des parcours, des fonctionnalités, trouver des boutons, etc. Comment on teste une charte graphique? Comment on sait est-ce que les gens vont être plus sensibles ou moins sensibles à des colorimétries, des formes, des ambiances? Bon, ça, c'est des tests qui existent, c'est des tests de perception, en fait. C'est un peu sur la base un peu des tests qui peuvent être faits en publicité. Ça va être un peu le même principe. C'est un peu un mix entre ça et les tests utilisateurs qu'on peut connaître. Montre des choses, certaines choses, et on va poser des questions en fait sur de la perception. On va donner aussi des petits outils pour que les gens puissent un petit peu dire est-ce que c'est plus comme ça ou est-ce que c'est plus comme ça, quel sentiment ça me fait penser, est-ce que ça me fait penser plus tel sentiment, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tests perceptifs et on peut faire appel à ça, ouais. Sur du focus group? Non, même en test quantitatif, bien sûr. Ça te donne vachement d'indications sur la perception de ce que tu as produit et surtout la perception en fonction aussi de l'entreprise. Est-ce que ça améliore l'image ou quelle image ça rend? Est-ce que ça donne... Est-ce que tu as l'impression de répondre aux besoins clients ou est-ce qu'en fait, ils partent pas du tout sur l'idée que tu en avais? Enfin voilà, tu peux faire ça. On t'a déjà dit que c'était complètement horrible, les choses que tu avais faites? Non. Est-ce que tu as eu des retours inattendus? Des retours inattendus. En général, quand tu es un petit peu conscient de ce que tu fais, tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Bien sûr, tu as toujours des petites surprises, mais en général, tu sais si ce que tu as fait va globalement plaire. Là où tu vas plutôt être surpris, c'est sur du détail. Ah, ils n'ont pas compris ça. Ou ah, en fait, ça marche pas comme ce que j'avais imaginé. Mais globalement, à part si tu es vraiment, je te dis, tout seul dans ta chambre, globalement, tu as parlé à plein de gens et tu sais à peu près quel type de résultat tu vas avoir. Aujourd'hui, oui, mais là, on parle à Élodie Chevronnet qui a plusieurs années d'expérience. Est-ce que dans ta jeune carrière, tu étais plus confronté justement à de la surprise Est-ce que dans tes années d'agence, tu as fait des trucs qui étaient horribles Tu veux m'entendre dire des trucs comme ça? Oui, comme tout le monde, j'ai fait des trucs aujourd'hui. Je pense que si je regardais ce que j'avais fait il y a quelques années de ça... il y a moyen que je me dise ouf, ça pique un peu, tu vois. Oui, c'est sûr que j'ai fait des choses pas ouf. Après, il y a des choses que j'ai pu faire très liées à des contraintes techniques. Où, franchement, tu rends le travail et t'es vraiment pas fier de toi le soir quand tu rentres à la maison. Tu dis ah là là, mon Dieu, j'ai laissé faire ça. Mais ouais, ça arrive à tout le monde.
Mais du coup, est-ce que t'es attaché à ce que tu fais émotionnellement? Complètement. Trop même, des fois. Il faut laisser son ego de côté en tant que designer, ouais. C'est ce que tu apprends au fur et à mesure des années, de te dire que ce que tu fais, c'est pas ton baby, quoi, tu vois. En fait, à partir du moment où c'est parti en dev et que c'est parti dans les mains des users, ça ne t'appartient plus. Déjà, il faut apprendre à se dire ça. Parce que ça t'a même déjà appartenu, en fait, finalement. Parce que depuis le début, tu travailles pour les users. Bah, quand t'es dedans, tu dis toujours, tu le dis au quotidien, je travaille sur mon projet, tu dis toujours tu personnalises vachement le truc. Notre projet, il y a aussi des PO, des développeurs. C'est notre projet. Non, mais c'est vrai, souvent on dit mon projet en ce moment. Donc, tu vois, et à partir du moment où c'est online, tu vois, ça t'appartient plus en vrai. Quand j'ai bossé effectivement pour SNCF Connect, c'était notre projet interne. Quand ça a été live, c'était plus à nous. C'était aux gens. Donc, ouais, mais voilà, quand tu te manges le raz-de-marée de critiques qui déferlent, c'est encore un peu à toi, puisque ça te touche. Oui, forcément. bien entendu, c'est sûr. Ce qui fait que tu restes sur pied et que tu passes le raz-de-marée, c'est que tu acceptes qu'en fait, les gens, ils ont le droit d'avoir leur avis et que tu acceptes qu'ils aient des retours. Tu fais juste le filtre sur les vrais retours et tu laisses de côté les critiques pas du tout constructives et tu relèves tes manches et tu vas améliorer ton produit. D'autant que c'est un peu la rançon de la gloire. Un projet qui touche autant de monde, tu peux pas avoir 100% d'avis positifs de toute façon. Non, c'est pas possible. Mais après, tu es conscient que de toute façon, c'est comme tous les MVP qui sortent. Tu as eu un certain nombre de contraintes et tu t'arrêtes pas à ça, tu relèves tes manches et tu y vas, quoi. Tu es responsable aussi en partie, tu fais partie de toute la responsabilité du sortie du projet. Tu continues, tu relèves tes manches, tu y vas et ça va aller. Toi, de toute façon, moi, c'est un des managers que j'ai pu rencontrer qui disait souvent faut pas oublier qu'on sauve pas des vies. À partir du moment où tu gardes ça en tête, retour par retour, Twitter pas Twitter ou X, peu importe, tu relèves tes manches et puis tu vas faire ton job, quoi. Ouais, c'est ce que me dit ma lead designer chez l'Occitane. Faut pas oublier qu'on fait des crèmes pour les mains, quoi. On n'est pas là pour sauver les vies. Énorme. Est-ce que c'est pas tant ça qui définit de manière le plus fondamentale la différence entre un designer et un artiste? C'est tout le détachement émotionnel que tu peux avoir. Un artiste, il va créer pour libérer des émotions ou faire parler des émotions ultra personnelles et avoir peut-être un truc très disruptif sur les gens. Ça va aimer, ça va détester, les gens vont commenter. Et en fait, c'est un peu délivrer la chair de sa chair, alors que le designer, il est Mais dans un truc l'artiste, très... il a aussi un peu ce but-là, hein. L'œuvre ne lui appartient plus à partir du moment où elle sort de son atelier. À un moment donné, il doit accepter à un moment aussi de savoir ce que les gens vont faire de son œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'il va se dire? C'est aussi le but aussi de. Mais l'œuvre, elle n'est pas d'une faite œuvre. pour un... Elle est faite pour discuter, elle est faite pour te faire réfléchir. Si une œuvre, elle est juste là pour faire joli chez toi, elle n'a pas d'intérêt. Une œuvre, elle est faite pour créer du débat, pour finalement, je pense, enfin moi c'est ce que j'en pense, mais je pense qu'au bout d'un moment, si l'œuvre est présentée, dans un sens, il y a une partie qui ne t'appartient plus. C'est différent de ce que nous on fait. Forcément, l'œuvre, elle restera toujours à la main de l'artiste, mais il y a une partie de l'œuvre qui lui appartient plus parce que va y avoir toutes ces discussions qu'elle va générer, et tant qu'elle génère ces discussions, c'est que c'est une œuvre intéressante, quoi, tu vois. Du coup, tu dis qu'elle fait réfléchir. Enfin, une œuvre est faite pour faire réfléchir. Est-ce que du coup, c'est pas un peu du design pour de l'esprit, pour forcer les gens ou en tout cas faire poser des questions, amener dans des réflexions, là où le design d'interface est fait pour amener les gens à exécuter des besoins. Des besoins. Ouais, je te laisse cette interprétation-là. Non, mais la création artistique, elle a ce double enjeu, à la fois d'être un exutoire pour l'artiste et d'être entre les mains du public, faire réagir, effectivement. Alors que notre création artistique, à nous, entre guillemets, si on peut appeler ça,
Une création artistique, elle est plus guidée par des contraintes, par de la technique. Mais puisqu'on a parlé un peu de la voie du business et de la voie de l'utilisateur, on a la voie du marché aussi. Donc on a les 3 fameuses voies qui guident le design. Quelle place, toi, t'accordes au benchmark dans ta démarche artistique, dans ta démarche de création? Elle est importante, elle est super importante. Enfin, surtout dans nos métiers de design. Si tu regardes pas ce qui se fait sur le marché, si tu regardes pas même d'un point de vue créatif les tendances, si tu es complètement à côté, si tu as un bon storytelling sur quelque chose qui est complètement à côté, peut-être, tu vois. Mais non, mais tu dois regarder ce qui se passe sur le marché. Si tu t'adresses pas à la bonne cible, déjà, déjà à un moment donné, c'est que tu as loupé quelque chose. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de product manager marketing. On a la chance de travailler avec quelqu'un comme ça qui a ce rôle-là dans notre équipe en ce moment, mais c'est juste indispensable. C'est important d'avoir quelqu'un ou d'aller chercher cette voie du marché et de voir ce que les gens ont besoin, de voir les tendances, ou même les enjeux aussi gouvernementaux. C'est important d'aller regarder ce qui se fait, ce qui est demandé, les nouvelles obligations, ce qui va arriver. Je veux dire les RGPD, tout ça. Ça, ou il y a beaucoup de choses autour de l'environnement. Là, on se doit d'un point de vue, tu vois, culture générale. Un designer doit avoir une bonne culture G. Et la culture G, c'est pas que de la culture de design, c'est de la culture globale. Si t'es pas conscient du monde qui t'entoure, tu peux louper des choses. Tu peux passer à côté de certaines choses qui sont super importantes. Faut être curieux. Enfin, nos métiers, c'est des métiers de curieux. Faut juste lire les journaux de temps en temps sur le net, quoi. Écouter des podcasts. Écouter les podcasts. Faut s'informer, quoi. Est-ce que du coup, cette démarche benchmark, je sais qu'en tant que jeune designer, moi, je me posais la question quand j'allais chercher un peu de la ressource sur Internet, quand j'allais voir un peu ce qui se faisait. J'avais un peu parfois l'impression de copier de l'existant, de me le réapproprier, mais sans être totalement dans la création. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, toi? On parle souvent de copier. Moi, je ne sais pas s'il faut dire ça. J'aime plutôt dire qu'il faut s'inspirer. Il y a des choses qui fonctionnent, il ne faut pas les mettre de côté. On a tendance à se dire, en tant que designer, il faut que je réinvente le monde. Il y a des choses qui fonctionnent. Il ne faut pas avoir honte de réutiliser des choses qui fonctionnent, qui ont déjà été testées, approuvées. Maintenant, l'idée, c'est pas effectivement de copier-coller le truc, c'est de l'adapter à ce que tu es en train de faire et c'est d'avoir une vraie réflexion sur, OK, peut-être cette fonctionnalité, vraiment, elle est bien, elle fonctionne bien, je vais peut-être la récupérer son fonctionnement, mais je vais l'utiliser dans tout un contexte et tout un écosystème qui est complètement différent. Donc, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à bencher, il faut pas hésiter à aller regarder ce qui se passe. Parce qu'en plus, si tu prends le risque d'essayer d'inventer un truc qui va moins bien fonctionner, alors qu'il y a quelque chose déjà peut-être qui existe et qui fonctionne très bien, parce que ça a déjà été éprouvé, etc., c'est dommage de s'en passer, tu vois. Enfin, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi de se dire, si on invente une fonctionnalité sortie de nulle part, est-ce qu'en fait, la force de l'adoption va faire que... Et la contrainte utilisateur du fait que ce soit le seul truc possible d'utiliser, ça va pas être adopté à la fin et ça va forcément fonctionner. Je prends l'exemple de Apple qui adore faire ce qu'il veut, qui du coup force les gens à utiliser des choses qui parfois les fait chier. Et en fait, ça fonctionne parce qu'ils n'ont pas le choix et ils l'utilisent et ils l'adoptent et ils comprennent comment ça marche. Après 4, 5, 6 essais-erreurs, qui est complètement anti-UX user-centric, mais au final, tu en crois fait, à pas la qu'ils fin, font ça... des tests. Non, peu importe ce que fait Apple, mais si tu dois créer quelque chose, si tu as envie de le faire, de toute façon, va tester. Teste-le 10 milliards de fois. Tout ce qu'il faut, c'est de ne pas te dire je suis le roi du monde, j'ai créé un nouveau truc, je claque les doigts et je l'envoie sans même l'avoir testé. Ouais, parce qu'Apple joue un peu sur sa notoriété aussi. Certes, ils font des tests, mais ils se permettent parfois des choses que tout le monde ne peut pas faire. Ce que je dis pas, c'est je dis pas qu'il faut s'arrêter de créer et récupérer tout ce qui existe. Au contraire, si tu peux créer, si t'as le temps, si on t'en donne le temps, parce que c'est toujours ça le problème. Si on t'en donne le temps de le faire, mais fais-le et vas-y, teste des choses. Mais il faut les tester. Et il faut garder en tête ce qui existe et ce qui fonctionne aussi en parallèle. Aujourd'hui, pour toi, quel est le produit digital
connu du grand public, produit ou site, qui est le plus artistique, le plus émotionnel que tu puisses connaître, vu que tu benches tout et que tu connais tout, Élodie. Oh, arrête, la pression que tu me mets. Le Peut-être qu'il n'y en a plus pas. Hein. artistique. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, les produits digitaux sont plus si... Produit, il y a tellement un besoin que ce soit utilisable dans différentes contraintes. Le plus artistique que je connaisse. le plus émotionnel. Si La on... dernière claque graphique. Non, mais c'est pas sur des produits comme on entend. Ça va être plutôt sur des sites de musées, ou des choses comme ça, tu vois, Ce qui marche aussi, hein, en fait, puisque je pense que tu peux acheter des billets sur le site du musée et avoir accès au programme. Et... Ce que je veux dire, c'est que qui remplit souvent son but de les musée, quoi. sites type événementiel, enfin les sites qui ne vendent pas forcément plein de produits, etc., ils ont peut-être plus de liberté à se lâcher et à imposer un style graphique et parce que c'est important aussi de faire passer une émotion par rapport à ce que nous on fait dans les produits sur lesquels on travaille. Et donc je vais plus penser à des sites de musées que j'ai pu parcourir, des choses comme ça. C'est plus ça qui va me venir en tête, où je suis, ou des agences ultra créatives sur Insta, par exemple, qui font des prods pour effectivement d'autres artistes. Et là, tu as des trucs qui sont incroyables, quoi, Ouais. en termes Comme quoi d'artistique. T'as des agences qui font des prods pour des artistes, du coup, qui font des sites pour des artistes, là, Ouais, mais des artistes, par exemple, de la photo, des choses comme ça. Et ouais, t'as des trucs qui peuvent être assez incroyables, parce que t'as une liberté folle, parce que finalement, ce qui va être important, c'est pas de vendre la photo, c'est plutôt faire passer le message de peut-être essayer de retranscrire le mindset de l'artiste dans toute la partie digitale, quoi. Et ça, c'est assez fou, quoi. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans le milieu culturel, des musées qui commencent à te faire vivre l'expérience musée dès la connexion sur le site internet, et c'est assez fort, je trouve, de réussir ce coup de chapeau. Ou même si tu tombes sur un illustrateur que tu aimes bien et qu'il a été au bout de son travail et qu'il a créé un site, souvent il t'embarque dans son univers, et c'est ça qui est plus important, c'est l'univers en fait qui est mis en avant. Et là tu peux avoir des sites en termes d'inspiration qui sont juste incroyables, quoi. Ou l'univers de la VR ou de la 3D, quand tu te balades sur ce genre de site, c'est pareil, quoi. T'es embarqué dans des univers qui sont juste incroyables. L'univers des jeux vidéo, par exemple. Là, c'est un autre type de produit qu'on te vend, mais on te vend un univers. Donc, de toute façon, c'est ça qui va être important, c'est vraiment te faire rentrer dans l'univers du jeu ou quoi, et tu peux avoir des trucs assez incroyables, quoi. Je pense à ça, moi, quand tu me demandes quel site je trouve le plus créatif, je vais penser à tout ce qui va toucher à te faire vivre, vivre une expérience liée à un univers qu'on a envie de te transmettre. Donc, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais allez vous balader sur internet. Allez vous balader sur internet, liker des Insta, quoi. Ouais, la place des réseaux aujourd'hui dans nos métiers de designer, elle est importante. T'as ton téléphone toujours à portée de main, c'est l'extension de ton bras, donc oui, faut pas les mettre de côté. Ce serait mentir que de dire il faut essayer de s'en éloigner un peu. Il faut faire le tri, en tout cas. Il faut faire le tri. Je pense que c'est bien d'avoir des moments où tu coupes, des moments où tu reviens à la vie réelle et que tu observes la vie réelle. C'est ultra important d'observer tout ce qui se passe. Il faut pas laisser de côté les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie quand même. La nouvelle digital mum que tu es. Est-ce que tu parles d'observer la vie, est-ce qu'il y a des choses dans la vie réelle que tu observes dans la rue, en vacances, dans la nature, qui t'ont déjà inspiré du design, plus que des choses que tu as vues sur des écrans digitaux? Mais moi, je suis restée une enfant dans ma tête. Moi, je regarde les choses et j'espère que je vais continuer à faire ça avec les yeux d'un gosse, quoi. Moi, je regarde tout, la feuille, la manière dont la feuille qui tombe de l'arbre. Et j'ai toujours été très
Je pense que les jeunes enfants que vous êtes dans vos têtes vont se souvenir peut-être de ces années à l'école où vous écoutiez pas le prof et vous regardiez plutôt dehors. Moi, j'étais toujours comme ça. Oui. Ouais. Moi, je passe mon temps à vachement observer, que ce soit les gens ou même c'est un truc tout bête, mais quand tu passes devant un resto ou un tabac, ou peu importe, tu as des affiches peut-être qui datent d'il y a longtemps, qui n'ont jamais été changées, puis tu regardes tout, quoi. Tu les prends en photo? Et je les prends pas en photo, mais c'est peut-être de la photo visuelle, mentale. Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais, de le faire. Je regarde tout, je regarde comment bougent les gens, je regarde tout. Moi, j'ai toujours été très observatrice. Être Plutôt, à Paris, c'est une chance pour ça, je trouve. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à regarder. Beaucoup de choses à regarder. Il faut juste, à un moment donné, se dire, tiens, si je prenais le temps de m'asseoir et regarder. Et écouter aussi, peut-être, non? Écouter aussi, alors il peut y avoir des situations très drôles, des choses à écouter, un petit peu à tendre l'oreille. Mais moi, je suis plutôt du genre plutôt de la team écouteur, musique, et j'observe le monde avec une musique dans les oreilles. Tu parles de tes yeux d'enfant, donc ça fait maintenant quelques années que tu designs. Oh là là, ça voulait vraiment me... Je voulais revenir sur l'évolution des outils qu'on a à disposition. Tu as commencé sur Photoshop, comme tout le monde, j'imagine. Sur papier crayon. À l'époque, on faisait des sites web sur livre. Commencer sur Paint. Ah, Paint. Bah oui, ouais. Oh là là, mais mon Dieu. Mais moi, j'ai commencé dans les toutes petites agences où il y avait des graphistes à l'époque qui avaient déjà un certain âge, qui bossaient sur Photoshop et qui s'étaient formés entre-temps Photoshop parce que c'était genre the outil du moment. La CS3. Ok, voilà. Tu faisais du marché noir pour essayer d'obtenir la licence parce qu'il n'y avait pas le cloud et que t'as la dernière licence Photoshop, vas-y, donne-la-moi. Et ouais, franchement, si je pouvais avoir le pouvoir de revenir dans le passé et venir me tapoter l'épaule en disant, tu vois toutes les versions que tu viens de faire, déjà le POMES, tu pourras l'oublier, il sera autogéré. Tu vois ton petit disque dur externe que tu as payé une blinde parce que tu n'as plus de place sur ton ordi. Que tu as peur de le faire tomber. C'est pareil, tu n'auras plus ce problème-là. Tu vois le fait que tu aies fait 12 milliards de graphismes là sur ton plan, et ben t'inquiète pas, ton illustrateur ne va pas planter. Tu n'auras plus ces problèmes-là. Ah ouais, non, mais mon Dieu, heureusement. Alors, Illustrator plante encore. Enfin, la suite Adobe plante encore. Il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai des plugins sur After Effects. Je pense que toutes les 30 secondes, j'ai du plantage à cause d'un plugin. Mais... Oui, parce que tu vois, c'est leur côté un peu rétro. Tu vois, chez Adobe, ils ont voulu quand même te garder des petites choses. Non, mais l'évolution, elle est juste... Déjà, quand Sketch est arrivé sur le marché, on a tous fait « Oh mon Dieu, mais c'est incroyable !» Et quand en plus, il y a eu des... Maintenant qu'il y a Figma, on se dit putain, encore plus non, mais incroyable. Avant même Figma, il y avait un autre, j'ai plus le nom en tête, un outil qui est arrivé sur le marché, qui commençait à proposer de bosser à plusieurs mains sur l'outil. Je n'ai plus le nom, je pense que les gens qui vont m'écouter vont sûrement s'en souvenir. Et on était là, mais c'est incroyable. Je me souviens qu'on l'avait testé. Bon, il y avait plein de fonctionnalités qu'ils n'apportaient pas et qu'il fallait retourner sur Sketch. On se disait, mais si Sketch, demain, on pouvait faire qu'on bosse en collab, mais ce serait incroyable. On ne serait plus obligé d'être complètement honneur de son propre fichier, vu qu'en fait, la réalité, c'est qu'on bosse à plusieurs. Quand Figma est arrivé et qui a proposé ça, et ce que Figma propose aujourd'hui, même en dehors de Figma, tous les autres outils qu'on peut avoir qui nous proposent la collaboration, comme les Miro, comme tous ces outils-là, non, mais c'est juste, le gap, il est juste incroyable. Et encore, ce que je me dis, c'est, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans ouais. Tu vois, on a l'arrivée de l'IA aussi. Avec l'IA qui arrive, etc. En vrai, moi, j'ai hâte en fait, d'être dans 5 ans pour voir et pour me dire, oh là là, tu te rends compte, à l'époque, on travaillait sur Figma. Tu fais partie de ces gens qui pensent que l'intelligence artificielle est un obstacle ou un frein à la créativité? Moi, je fais partie de ces gens qui restent maîtres de leur destin et que j'estime que si l'IA doit à un moment donné venir m'aider, c'est moi qui l'aurais décidé. Enfin, je pense que l'IA peut être une bonne aide,
Maintenant, à toi de voir si tu décides qu'elle fasse tout ton job. Enfin, voilà, moi, je sais pas encore aujourd'hui comment je vais devoir m'en servir. Je pense qu'effectivement, demain, ce sera là, ce sera dans notre quotidien. Ça l'est déjà en réalité, mais ce sera encore plus présent. Et à toi de voir comment tu t'en sers, quoi. Enfin, à un moment donné, on n'est pas dans iRobot, et c'est pas elle qui va prendre le pouvoir sur mon job. Est-ce que tous ces nouveaux outils, leur fonctionnement, l'émergence des design systems pour la plupart des marques qui existent aujourd'hui, des sites qui existent, certes, ça nous facilite beaucoup la tâche, mais est-ce que ça annule pas un petit peu le processus créatif aussi? Alors ça annule pas, Ouais. parce que c'est pareil, c'est à toi de rester maître de ton job. Il faut juste pas oublier que c'est des outils. Et je pense que c'est ça des fois qu'on oublie. C'est des outils pour nous permettre d'être beaucoup plus synchro tous en tant que designers, surtout quand on est dans des grosses organisations, il y a je sais pas combien de designers. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est quand même mieux qu'un design system, que tu aies quelqu'un qui vient de vérifier tout ton taf pour dire attends, alors toi t'es pas du tout raccord avec ton collègue de là-bas, etc. C'est des outils vraiment qui sont là pour nous aider. Maintenant, ça n'empêche pas de proposer des choses créatives. Ça n'empêche personne d'être créatif et de proposer des choses, et ensuite d'aller voir l'équipe. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres organisations. L'équipe peut-être marque pour leur proposer quelque chose, pour que ça soit validé, et qu'ensuite le proposer à l'équipe design system pour que ce soit ajouté au design system. Personne n'est contraint de juste juste utiliser design system au quotidien. Je pense que ça dépend le contexte sur lequel tu travailles. Si à un moment donné tu dois déballer un parcours rapidement, utilise le design system. Tu vas gagner 10 fois plus de temps et tu vas pouvoir avoir gagné du temps pour te poser sur les sujets qui vont être plus intéressants pour toi, pour le user, pour l'entreprise. Faut voir ça comme des outils. Sachant qu'un design system, c'est pas un produit fini, c'est quelque chose qui est censé évoluer. C'est quelque chose qui est censé évoluer avec le temps, avec la marque, c'est des outils. Hein. C'est pas une finalité. Toi, tu es illustratrice aussi? Non, on va pas dire ça. Non. Non, je dessine, oui, mais je vais pas dire que je suis illustratrice. T'as essayé un peu Procreate? Oui, forcément, je l'ai sur la tablette à la maison. Pourquoi tu dis que t'es pas illustratrice alors que tu dessines? C'est quoi la différence? C'est un job, je sais pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vends tes dessins, tu seras illustratrice? Non, mais je sais pas. J'ai tendance à pas m'attribuer des jobs qui sont pas les miens. Je suis pas illustratrice, moi, je suis designer. Mais tu sais illustrater? Et je sais dessiner, oui. J'ai fait des études d'art, mais je dessine pour mon bon plaisir. Tu illustres ta propre vie, du coup. Je illustre ma propre vie, voilà. Tu es ta propre illustratrice. Ouais, je dessine pour mon plaisir et pour me détendre, et ça me fait plaisir. Mais je ne fais pas d'illustration pour des clients. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais pour autant, je me suis pas rajouté sur mon LinkedIn illustratrice, machin, comme certains. Je vais mettre un pouce à la compétence illustratrice sur ton LinkedIn maintenant. On va faire un rush. Mais des fois, je trouve que dans nos métiers, c'est un peu facile de s'ajouter des compétences parce qu'une fois, tu as fait quelque chose. Bon, voilà, écoute, illustrateur, c'est un métier du quotidien. Voilà, moi, je ne suis pas illustratrice. J'aime faire du dessin pour mon plaisir, mais je suis designer. Et qu'est-ce qu'il y a sur ton LinkedIn, du coup? Qu'est-ce qu'il y a sur mon LinkedIn? Il y a, je crois, déjà, c'est écrit en English parce que ça rend mieux et que ça fait plus joli, ça fait plus joli, que c'est une meilleure sonorité, tu vois. Mais je crois qu'il y a Art Director and Lead Designer. Ok. Parce qu'on a vu dernièrement évoluer pas mal les noms de nos métiers. Ah oui. Des UX, des products, des UI, des infographistes à l'époque. Oh là là, oui, l'époque. Ouais. Pourquoi vous me remenez? Et j'espère que dans les autres podcasts, vous parlerez d'époque, parce que moi, je vais super mal le Mais parce qu'on est aussi passé par là, Elodie. Ouais, ça me va, alors. Les autres podcasts, ça dépendra des gens. Voilà. Peut-être qu'on aura des plus jeunes, peut-être qu'on aura des plus vieux. Et donc, du coup, là, on parlera aussi d'époque. On verra. Aujourd'hui, tu as dit Art Director. Art Director? Directeur artistique. Directeur artistique. Pour les Français. Directeur de l'artistique. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que moi, je me suis souvent confrontée à des clients qui me disaient « Ah, vous êtes directrice artistique, vous avez une équipe et tout. » Non, une directrice de personne, moi, une directrice de l'artistique. Mais c'est quoi l'artistique? C'est toute la partie, finalement, image de marque, quoi. T'es
es censé bosser avec d'ailleurs l'équipe marque hein, quand tu fais ça, mais ouais, tu es censé être en direction de la partie artistique sur laquelle tu travailles, quoi. Mais pas à la direction de plein de gens, quoi. J'ai obtenu une fois la location d'un appart comme ça, hein, parce que le mec pensait que j'avais toute une équipe de 12 personnes. Moi, je ah oui, bien sûr, je suis directrice artistique, 24 personnes. Je viens avec mon Et staff. j'ai eu la loc de l'appart. Incroyable, parce que comme quoi, hein, Comme quoi. le naming d'un métier. Est-ce que du coup, pour conclure, on pourrait pas dire que tu es une directrice marque artistique? En fait, je sais pas. Moi, ça dépend les sujets. En fait, j'aime pas être mise dans une case. Donc, c'est pour ça que j'ai mis lead designer. Tu vois, j'ai pas mis designer produit, j'ai pas mis UX UI. J'avais pas envie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet en fait. Là, en ce moment, je travaille sur une mission. Je suis senior product designer. Et quand j'étais chez SNCF Connect, j'étais DA sur le DA digital. Et peut-être demain, je suis autre chose. Enfin, faut pas se. Il y a une différence entre DA et DA digital? Bah oui, tu travailles dans le digital. Est-ce que je veux dire la DA globale? Parce que tu as la DA qui peut être liée à la musique, c'est pas la même chose. Je pense que c'est important de le préciser quand même parce que souvent je me suis retrouvée dans des soirées, ah t'es directrice artistique, oui, okay. et en fait on a l'impression que t'es directeur artistique de, je sais pas, dans des métiers d'art, comme je sais pas quel métier, ou dans de la musique ou dans du cinéma ou quoi. Non, je suis dans le digital. Moi. La DA digitale chez SNCF Connect, par exemple, puisque c'était l'exemple que tu citais, est-ce qu'elle ne dépend pas de la DA globale de la SNCF aussi? C'est un pendant, j'imagine. Elle dépend de ce que veut dire demain l'entreprise, la marque, quel message ils veulent faire passer, etc. Elle dépend de plein de choses, bien entendu. Tu ne peux pas faire une DA digitale complètement éloignée de la DA globale SNCF? Non, la DA doit être la traduction des ambitions de l'entreprise, c'est sûr. Surtout sur des entreprises comme ça, elle doit vraiment venir traduire les ambitions d'entreprise. Et de l'entreprise et du projet sur lequel elle est en train de travailler, puisque c'était une grosse refonte d'application, j'imagine. Et la question de base, c'était qu'est-ce que j'en pense? Ouais, ça pousse comme des champignons. Ouais. Des fois, je me dis, oh là là, c'est quoi maintenant ce nouveau truc qui est apparu? Des fois, je sais pas quoi en penser. Je me dis, oh là là, c'est encore un opportuniste ou une opportuniste, tu vois, qui se dit, tiens, je veux me démarquer du marché sur mon LinkedIn et qui invente un nouveau truc. Que finalement, le mieux, c'est de rester dans la tendance et que si UX est à la mode, tu mets UX sur ton profil. Si product est à la mode, tu mets product. Je sais pas, des fois, je pense qu'on a tous déjà eu cette réaction de se dire, mais c'est quoi encore ce truc bullshit là qui vient de sortir? Appelons ça un chat, enfin. Et c'est peut-être parce que notre métier est difficile à définir. Hein. Ouais, mais voilà, et en fait, au fur et à mesure, le métier t'en vient à un moment donné à avoir cette compétence-là sur ton projet. Et tu dis, ah ok, d'accord, j'ai compris, ok, d'accord. Enfin, voilà, je pense que c'est normal que ça évolue, c'est normal que ça se spécialise. C'est parce que si c'est les demandes du marché, c'est les demandes clients, c'est en fonction aussi des besoins. Et je pense que c'est bien la spécialisation parce qu'on ne peut pas être bon en tout et on n'a pas le temps de tout faire. Donc il faut déléguer, il faut qu'il y ait des compétences dans plein de domaines différents. Et si ça te permet de pouvoir, toi, te focaliser sur des choses qui te parlent plus à toi et de déléguer, tu vois, comme tu disais, tu parlais beaucoup de bench. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir product manager marketing. Tu vois, avant, combien de fois ça nous est arrivé en designer, donc on nous donne le job à nous de faire le bench. En fait, il y a des techniques de bench, en fait, c'est un job, tu vois, finalement à part entière, de savoir bien bencher, surtout sur de la data, de la donnée de marché, quoi. C'est cool, tu vois, d'avoir des gens dont c'est le métier aujourd'hui, qui peuvent t'apporter tout ça. Bon, au-delà de chercher, de faire du bench, ils apportent beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que moi, j'ai connu un moment où on demandait aux designers de tout faire, quoi, tu vois. Designer 360. Ouais, c'est ça. Le 360. Le fameux mouton à 5 pattes. C'est ça. C'est vrai que nous, c'était un peu un tic de langage dans mon ancienne mission. Enfin, on était une équipe de peut-être entre 12 et 15 designers selon le temps, selon l'époque, parce que je suis resté quand même plus de 3 ans.
Et on avait tous des compétences un peu différentes, des projets différents, et on arrivait, c'était les UX, quoi. Oui, mais voilà, c'est ça. Et on attend de toi que tu saches faire tout, mais t'as pas une appétence, une envie de tout faire, et tu vas pas bien le faire en plus. Voilà, c'est les UX avec leur petite baguette magique qui vont nous répondre à nos besoins, solutionner tous nos problèmes. Ça peut pas marcher comme ça. Ouais. Le designer est-il un artiste? C'est ça la question de fin, c'est ça? On peut rester sur une question absolument sans réponse. Hein. Je pense qu'on restera sur une sans réponse là-dessus. À chacun son art et à chacun son design. Ouais, moi à chacun ses compétences. C'est ce que je te disais. Moi, je vois l'art comme quelque chose qui doit vraiment venir du fin fond des tripes et qui doit être quelque chose qui doit être très personnel. Et moi, je vois ça. L'art, ça doit déjà commencer par toi et ensuite voir si ça touche les autres. À l'inverse, pour moi, le design, où en fait, ton but, c'est de répondre à une problématique qui touche les autres et toi aussi au passage, ça, c'est très bien. Mais donc, est-ce que le designer est un artiste? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je trouve juste que la démarche n'est pas la même. Voilà. On peut finir là-dessus. Merci Elodie. Merci Elodie d'être venue, d'avoir inauguré ce premier podcast de la Guilde. On n'a pas encore de nom, on trouvera peut-être un nom plus tard. Ou pas de nom. Merci Elodie en tout cas. Merci à vous. À bientôt. C'est trop cool.